Ma femme m'a lancé un ultimatum cinglant, auquel j'ai calmement répondu par un refus. J'ai aussitôt fait envoyer la demande de divorce à l'hôtel de luxe où elle séjournait avec son mari de bureau. Ces appels paniqués ont débuté dès l'arrivée du service en chambre. Moi, Antoine, 35 ans, je me tenais sur le seuil de notre chambre, regardant ma femme, Éléonore, faire ses valises. Pas sa valise à roulettes noires habituelle pour les nuits de travail. C'était l'ensemble de bagages coûteux de couleur crème. Celui réservé aux vacances. Un autre séminaire de direction ? Éléonore, ai-je demandé. Ma voix était plus basse que je ne l'avais prévu. Éléonore, 32 ans, n'a pas levé les yeux en pliant un chemisier en soie. C'est la planification trimestrielle importante. Tu le sais. Je sais que la conférence est dans une autre ville, ai-je dit. Je sais aussi que l'hôtel où tu as réellement réservé est un complexe 5 étoiles, et que la réservation est à 2 noms. Le second étant Julien. Elle s'est figée. Puis elle s'est redressée lentement et s'est tournée vers moi. Son expression n'était pas celle de la culpabilité. C'était de l'agacement. Une irritation pure et simple d'être dérangée. Tu as fouillé dans mes emails, m'a-t-elle accusé. Il était ouvert sur ta tablette, laissé sur l'îlot de la cuisine. Soit tu voulais que je le voie, soit tu es juste négligente. Lequel des deux ? Tu es tellement paranoïaque, a-t-elle sifflé en tirant sur la fermeture éclair du sac. Julien est mon mentor, mon patron. C'est un exercice de cohésion d'équipe pour les cadres supérieurs. Tu te comportes comme un enfant. Un enfant, ai-je répété, goûtant le mot. Il avait un goût de cendre. C'est ça. Je ne suis pas celui qui ment, Éléonore. Je ne suis pas celui qui met de la lingerie dans sa valise pour un exercice de cohésion d'équipe. Dis-moi juste la vérité. La vérité ? Elle a ri, un son bref, aigu et laid. La vérité, c'est que tu es ennuyeux, Antoine. Tu m'étouffes avec ce besoin constant d'attention. Mon Dieu, je ne peux pas supporter cette énergie. Juste avant une grande présentation. Elle a attrapé son sac à main et le bagage à main. Elle allait vraiment partir sur le champ. Éléonore, ai-je dit, et ma voix était ferme maintenant. Si tu passes cette porte pour aller le rejoindre, c'est terminé entre nous. Je ne joue plus à ce jeu. Elle s'est arrêtée en haut des escaliers et m'a regardé, le visage tordu de mépris. Non, c'est toi qui es fini, a-t-elle craché. Je vais réussir, et je ne vais pas me laisser freiner par ta jalousie molle et pathétique. Tu sais quoi ? Si tu détestes ça à ce point, pars. Si tu passes cette porte, ne t'avise pas de revenir. J'en ai marre de voir ta tête misérable. Je l'ai fixée pendant un long moment silencieux. La femme que j'avais épousée, la femme que j'avais soutenue pendant son MBA, la femme qui me traitait maintenant comme de la saleté sur sa chaussure. J'ai hoché la tête une fois. Je ne le ferai pas. Je suis passé devant elle en descendant les escaliers. J'ai attrapé mes clés de voiture dans le bol près de la porte, pris ma sacoche d'ordinateur dans mon bureau à domicile et suis sorti par la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis resté assis dans ma voiture pendant peut-être 5 minutes, juste à respirer. L'engourdissement était absolu. C'était comme si je regardais un film. Puis la clarté, froide et tranchante. Je n'ai pas conduit sans but. J'ai conduit jusqu'à une résidence hôtelière décente, une avec des cuisines dans les chambres, et j'ai réservé une chambre pour 2 semaines. Je me suis assis sur le canapé raide et inconnu et j'ai sorti mon ordinateur portable. D'abord, j'ai viré 75% de l'argent de notre compte joint, celui destiné aux factures du ménage que je finançais presque exclusivement, sur mon compte d'épargne personnelle. Je lui ai laissé assez pour couvrir les courses ou l'essence, juste assez pour qu'elle ne puisse pas prétendre que je l'avais laissé sans ressources. Deuxièmement, j'ai appelé mon avocat. J'avais eu une consultation avec lui il y a 6 mois, lorsque cette amitié avec Julien avait commencé à sonner l'alarme. Il m'avait dit d'attendre quelque chose de concret. Denis, ai-je dit quand il a décroché, c'est Antoine. Elle est en route. La réservation est au Grand Hôtel Élysée. Elle est avec lui. Je veux que les papiers soient déposés et je veux qu'ils lui soient signifiés à l'hôtel demain matin. Antoine, tu es sûr ? Demanda Denis. Sa voix était professionnelle. Je suis sûr. Elle m'a dit de ne pas revenir, alors je ne reviens pas. L'affaire à signer là-bas, c'est agressif.
Et ce n'est pas donné non plus. Ça m'est égal, ai-je dit. Je veux qu'elle sache exactement ce qu'elle a jeté, en plein milieu de sa nouvelle vie. L'embarras est le seul langage qu'elle comprenne. Denis a soupiré. D'accord, j'aurai besoin d'une provision sur honoraire pour le dépôt en urgence et l'huissier de justice spécialisé. Et Antoine, éteins ton téléphone, ou du moins ne réponds pas. Ça va devenir bruyant. J'ai payé sa provision en ligne. Puis j'ai commandé une pizza dans ma nouvelle chambre stérile. J'ai mangé 2 parts et je me suis endormi tout habillé. Mon téléphone, que j'avais mis en mode ne pas déranger, m'a réveillé vers 10 heures le lendemain matin. Ce n'était pas la sonnerie. C'était la vibration pure et incessante contre la table de chevet. On aurait dit un frelon en colère. J'ai regardé l'écran. 17 appels manqués d'Éléonore. 8 appels manqués de Julien. 4 appels manqués de la mère d'Éléonore. Une série de SMS qui n'était qu'un flot de rage tapé au hasard. Le premier message vocal était d'Éléonore. Il était 9h15. Elle chuchotait, mais le chuchotement criait. Antoine, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel? Un homme vient de frapper à ma porte. Il m'a demandé si j'étais Éléonore Valois. Il m'a signifié des papiers de divorce devant Julien. Es-tu fou? Le deuxième message vocal. 9h18. Plus fort maintenant. Tu es un psychopathe. Tu as fait ça pour m'humilier. Julien est mon patron. Mon patron, Antoine. Tu as tout gâché. Rappelle-moi tout de suite. Tu vas arranger ça. Le troisième. 9h30. En pleurs. Comment as-tu pu faire ça? J'étais. Nous étions juste en train de parler. C'était une erreur. Antoine, s'il te plaît. Je suis à l'hôtel. Viens ici. On peut parler. D'accord. Appelle-moi, s'il te plaît. Puis un de Julien. 9h45. Sa voix était condescendante, essayant de paraître comme l'adulte dans la pièce. Écoute, Antoine. Mon vieux, je pense qu'on a mal commencé. Éléonore est. Elle est très émotive. Cette façon de faire signifier les papiers à l'hôtel. C'est bas de gamme. Ce n'est pas professionnel. Pourquoi ne te comportes-tu pas en homme? Appelle ta femme et on pourra tous s'asseoir et en parler à notre retour. Ce n'est pas la façon de gérer les choses. J'ai supprimé les messages vocaux. Mon avocat avait eu raison. C'était bruyant. J'ai bu mon mauvais café d'hôtel et j'ai envoyé un SMS à Denis. Elle a été assignée. Et maintenant? Il a répondu presque instantanément. Maintenant, on sécurise les actifs. La maison vous appartenait avant le mariage, c'est bien ça? C'est exact, ai-je tapé. J'y vis depuis 10 ans, marié depuis 3. Bien. Ça simplifie les choses. Mais la plus-value pendant le mariage est un bien de la communauté. Nous devons la vendre pour la diviser. Sauf si vous voulez racheter sa part. Je ne veux pas de la maison, ai-je tapé. Ce n'est plus un foyer. Vendez-la. D'accord, je vais lancer la procédure pour une requête en jouissance exclusive du bien aux fins de sa vente. En attendant, trouvez un nouvel endroit où vivre et, en aucune circonstance, ne lui parlez pas. J'ai regardé mon téléphone, qui vibrait encore comme s'il avait une crise d'épilepsie. Je l'ai éteint complètement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je l'ai juste éteint. J'ai ressenti un pincement, non pas de regret, mais de finalité. C'était réel. Je venais de faire exploser ma propre vie parce qu'elle l'avait fait exploser la première. C'était un sentiment étrange, vide et terriblement silencieux. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher un agent immobilier. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines. Je vis maintenant dans un petit 2 pièces meublé que j'ai loué pour 6 mois. C'est beige et sans personnalité, ce qui est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Le mode ne pas déranger est activé en permanence. Mon avocat, Denis, a été un roc. Il gère toute la communication, et apparemment la communication qu'il reçoit est délirante. Éléonore et Julien ont écourté leur voyage de travail. Ils sont revenus en avion le lendemain de la signification. Je le sais parce qu'Éléonore,
Trouvant que ses clés fonctionnaient toujours, je n'avais pas changé les serrures, j'étais juste parti, et entré dans la maison. Elle a apparemment été confuse de la trouver vide. Pas de vêtements dans le placard, pas de brosse à dents dans la salle de bain. J'avais payé une entreprise de déménagement en urgence pour emballer mes affaires personnelles, mes vêtements, mes livres, mon ordinateur, le vieux bureau de mon père, et les mettre en garde-meuble. Toutes ces affaires étaient exactement comme elle les avait laissées. Son premier appel a été pour Denis, exigeant de savoir où j'étais. Denis, où est-il? Pourquoi toutes ces affaires ont-elles disparu? C'est une blague? Monsieur Dubois s'occupe de trouver un nouveau logement, comme c'est son droit. Toute communication concernant la propriété passera par moi. Il ne peut pas simplement partir. C'est ma maison. Il doit revenir me parler. Madame, c'est légalement sa maison, achetée avant le mariage. Nous allons déposer une requête pour la faire vendre afin de diviser la plus-value maritale comme l'exige la loi. Je vous suggère de trouver votre propre conseil. Elle lui a raccroché au nez. Puis elle a essayé une nouvelle tactique. Elle s'est rendue chez mon frère. Je n'avais même pas encore parlé à mon frère Thomas. Elle s'est juste présentée sur son paillasson à 22h un mardi, martelant la porte. Thomas m'a appelé immédiatement après. Antoine, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Éléonore vient de passer. Elle avait l'air d'un chien battu, en larmes. Elle a dit que tu l'avais abandonnée et que tu vendais la maison. J'ai soupiré en me frottant les tempes. Thomas, je suis désolé. C'est une longue histoire. Elle me trompait avec son patron. Je lui ai fait signifier les papiers de divorce pendant qu'ils étaient en voyage de travail ensemble. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Eh bien, merde. D'accord, ça. Ça explique pourquoi elle n'arrêtait pas de crier que je ruinais sa carrière. Je trouvais ça bizarre comme phrase. Ouais, je suppose qu'elle a peur que la femme de Julien la prenne. Elle n'a pas mentionné la partie sur l'infidélité, a dit Thomas sèchement. Juste que tu étais financièrement abusif et émotionnellement instable. Je lui ai dit de rentrer chez elle et que nous n'apprécions pas les visites impromptues. Ça ne lui a pas plu. Le sentiment que tout lui était dû était stupéfiant. Elle a triché, s'est fait signifier les papiers, et son premier réflexe a été de jouer la victime auprès de ma famille. Mais le vrai coup bas est arrivé hier. Denis m'a appelé. Antoine, a-t-il dit, et il avait l'air fatigué. Vous n'allez pas aimer ça. Madame Valois a déposé une requête pour une ordonnance de protection en référé. Mon estomac est tombé dans mes chaussettes. Quoi? Pour quel motif? Je ne l'ai ni vu ni parlé depuis 2 semaines. Elle allègue un historique de contrôle coercitif. Elle prétend que vous avez toujours géré les finances et qu'en partant et en vendant la maison, vous l'avez dépossédée et laissée sans abri et sans le sou. Elle prétend également que votre acte agressif de la faire assigner à l'hôtel était conçu pour la terroriser et lui a causé une détresse émotionnelle extrême et des crises de panique. C'est ce dont l'avocat m'avait prévenu. La carte immédiate de la femme victime. Elle ment, ai-je dit, ma voix tremblant un peu. C'est elle qui a eu une liaison. C'est elle qui m'a dit de ne pas revenir. Je sais, Antoine, et ces allégations sont fragiles. Mais nous devons répondre et nous devons le faire maintenant. L'audience est demain matin. J'ai besoin que vous soyez là et que vous soyez calme. Le lendemain matin, j'étais dans le couloir stérile d'un palais de justice, portant le seul costume que j'avais demandé au déménageur de sortir du garde-meuble. J'avais la nausée. Éléonore était déjà là, assise avec une femme au visage de requin en tailleur à rayures. Éléonore était habillée simplement, sans maquillage, les cheveux en chignon désordonnés. Elle avait l'air petite, c'était calculé. Quand elle m'a vu, elle a tressailli, un petit geste théâtral pour le bénéfice de son avocate. Nous sommes entrés. Son avocate a commencé, peignant le tableau d'une femme terrifiée et dépendante dont le mari cruel et contrôlant avait disparu, lui coupant les vivres, un mensonge, j'avais laissé de l'argent sur le compte joint. Qu'elle avait immédiatement vidé, et essayait maintenant de vendre sa maison sous son nez. Madame Valois craint pour sa sécurité, a déclaré l'avocate requin. Les actions de Monsieur Dubois sont erratiques et punitives. Il l'a fait assigner sur son lieu de travail, provoquant une perturbation professionnelle et un grave traumatisme émotionnel. Puis ce fut le tour de Denis. Votre honneur, a dit Denis en se levant. Il était calme, méthodique.
Mon client n'a ni vu ni parlé à Madame Valois depuis le 14 août. Il a quitté le domicile conjugal après que Madame Valois lui a dit, et je cite, « Si tu passes cette porte, ne t'avise pas de revenir. » Il a simplement obtempéré. Il a continué. Quant au lieu de travail où elle a été assignée, Madame Valois était au Grand Hôtel Élysée avec son patron, Monsieur Paul-Julien Croft. Voici une copie de la réservation d'hôtel à leurs deux noms. Voici une impression de l'email de mon client confirmant qu'il a quitté la maison pendant que Madame Valois y restait. Et ici, il a sorti un autre papier, voici un relevé bancaire montrant le compte joint que mon client a laissé à Madame Valois. Qu'elle a vidé sur son compte personnel moins de 24 heures après avoir été assigné. Mon client ne contrôle pas Madame Valois. Il s'extirpe d'un cas d'infidélité clair et avoué. On aurait pu entendre une mouche voler. L'avocate requin d'Éléonore avait l'air agacé. La juge, une femme pragmatique dans la soixantaine, a regardé Éléonore par-dessus ses lunettes. « Madame Valois, a dit la juge, avez-vous actuellement un emploi ? » « Oui, votre honneur, a murmuré Éléonore. »« Et êtes-vous actuellement sans abri ? » ?»« Je loge chez une amie. »« La maison. »« La maison dont votre conseil admet qu'elle est son bien propre est en cours de vente. Vous aurez droit à votre part de la plus-value maritale. C'est une affaire civile pour le tribunal des affaires familiales, pas une ordonnance de protection. Je ne vois aucune preuve de harcèlement. En fait, je vois des preuves que vous harcelez sa famille. Requête rejetée. Affaire suivante. Le visage d'Éléonore est passé de pâle à rouge vif. Elle m'a fixé du regard alors que je me levais pour partir. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la haine la plus pure que j'ai jamais vue. En sortant, je l'ai entendu siffler à son avocate, « Obtenez-moi cette maison. Je me fiche de ce que vous devez faire. Obtenez-moi ma maison. » Mise à jour 2. La maison. Tout se résumait à la maison. Après l'échec de sa tentative d'ordonnance de protection, l'avocate d'Éléonore a changé de tactique. La maison était mon bien propre d'avant le mariage, donc elle ne pouvait pas l'obtenir, mais elle pouvait faire de la vente un cauchemar éveillé. Mon agent immobilier, une femme fantastique nommée Sophie, avait fait préparer et mettre en vente la propriété en un temps record. Nous avons reçu une offre presque immédiatement. Une jeune famille, bien au-dessus du prix demandé, sans conditions suspensives. C'était une vente propre et facile. Puis l'avocate d'Éléonore a déposé une injonction en référé pour bloquer la vente. Le motif ? Madame Valois a des biens personnels importants dans la maison qui n'ont pas été correctement catalogués ou restitués et elle n'a pas eu un accès adéquat pour les récupérer. Denis m'a appelé. Quel bien ? Je pensais que vous l'aviez laissé prendre ses affaires. C'est ce que j'ai fait, ai-je dit. Elle a eu un week-end complet. Sa mère et sa sœur étaient là. Elles ont rempli un camion de location. Elle prétend que vous avez caché ou volé plusieurs objets clés. Spécifiquement une armoire ancienne, la porcelaine de sa grand-mère, et quelque chose appelé la tissure céleste. J'ai failli laisser tomber le téléphone. La tissure céleste était le nom qu'elle avait donné à une œuvre d'art monstrueuse qu'elle avait commandée il y a 2 ans. C'était une monstruosité de 3 mètres de large sur 2,5 mètres de haut, faite de tuyaux de cuivre enchevêtrés, de verre coloré et de bois flotté, qui était boulonné directement dans le mur du salon. C'était, pour le dire gentiment, hideux. Je l'avais détesté dès le premier jour. Denis, ai-je dit lentement. L'armoire et la porcelaine ont été les premières choses que sa mère a emballées. J'ai des photos de l'agent immobilier avant la mise en scène montrant la salle à manger vide. Et la tissure céleste. C'est un immeuble par destination. C'est fixé au montant du mur. Ça fait partie du mur. Ah, a dit Denis. Je vois. Elle n'essaie pas de récupérer ses affaires. Elle essaie de saboter la vente. Les nouveaux acheteurs étaient naturellement inquiets. Leur blocage de taux d'intérêt allait expirer. Nous avons dû retourner au tribunal. Cette fois, Éléonore était là, de nouveau dans son costume de petite souris. Son avocate a soutenu que la tissure céleste était une œuvre d'art sur mesure inestimable, un futur héritage familial, et que j'essayais de la vendre avec la maison par pure méchanceté. Denis était prêt. Votre honneur, nous sommes heureux de restituer la tissure céleste à Madame Valois, a dit Denis aimablement. Éléonore et son avocate ont toutes deux souri d'un air suffisant. Elles avaient gagné. Cependant, a continué Denis, comme mon client l'a déclaré,
il s'agit d'un immeuble par destination légalement fixé à la structure de la maison. Mon client a obtenu un devis d'un entrepreneur agréé pour la faire retirer professionnellement, reboucher le mur, le réenduire et le repeindre pour qu'il soit assorti. Le coût est de 4 800 €. Nous serons ravis de faire effectuer ces travaux et de livrer l'œuvre d'art et la facture à Madame Valois, le montant étant à déduire de sa part des bénéfices. Le sourire suffisant d'Éléonore a disparu. C'est. Non, il ne peut pas. Elle doit être retirée avec soin. C'est le devis pour un retrait soigneux, a dit Denis, tendant le papier à la juge. Nous avons aussi un devis d'un service d'enlèvement des encombrants pour 600 €. C'est son choix. La juge a regardé le devis, puis la photo de la chose. Maître, a dit la juge à l'avocate d'Éléonore, c'est de la camelote. Vous faites perdre son temps au tribunal. Votre cliente peut soit payer 4 800 € pour faire enlever sa tissure, soit y renoncer. La vente se poursuivra. Mais les coups bas n'étaient pas terminés. Pendant ce temps, j'ai reçu un appel d'un homme à la voix très en colère. C'est Antoine Dubois, a-t-il aboyé. Lui-même, ai-je dit. Ici Gérard Valois, le père d'Éléonore. Je ne sais pas à quel jeu malsain vous jouez, mon garçon, mais vous êtes fini. J'appelle mes contacts. Vous pensez pouvoir embarrasser ma fille et la jeter à la rue? Je vais faire en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. Vous êtes fini. Il a raccroché. Il ne plaisantait pas. C'est un petit notable local. Il possède une chaîne de concessions automobiles. Une semaine plus tard, mon patron m'a convoqué. Antoine, a-t-il dit, l'air mal à l'aise. J'ai reçu un appel de Gérard Valois. Il n'est pas content de vous. Il a dit que vous êtes instable, que vous traversez un divorce difficile, que vous harcelez sa fille. Il a fortement laissé entendre que si nous vous gardions, son entreprise et ses associés iraient voir ailleurs. Mon cœur battait la chamade. C'était ça. Le coup qui allait vraiment me ruiner. Marc, ai-je dit, il ment. Sa fille m'a trompé. Je divorce d'elle. Voici la carte de mon avocat. S'il vous plaît, appelez-le. Il vous donnera les faits. Je me fiche des faits, Antoine, a dit Marc, et mon estomac s'est noué. Je me soucie de nos chiffres trimestriels. Mais quoi? Mais je déteste aussi vraiment, mais alors vraiment les intimidateurs, et Gérard Valois fait pression sur nos fournisseurs depuis des années. Je lui ai dit que nos affaires internes de RH ne le regardaient pas, mais je vous le dis en off. Surveillez vos arrières. Ce type joue salement. Et gardez ce drame hors du bureau. J'avais évité le pire. Mais c'était passé près. Le stress était irréel. Je ne dormais plus. J'avais perdu 7 kilos. Ce n'était pas une victoire nette. C'était une guerre d'usure. Mise à jour finale. C'est fini. Le divorce a été prononcé la semaine dernière. Nous ne sommes pas allés au procès. Après la débâcle de la tissure céleste et après la tentative ratée de son père de me faire virer, leur camp a finalement accepté la médiation. Je pense que son avocate a réalisé qu'à chaque fois qu'Éléonore ouvrait la bouche au tribunal, elle perdait. La médiation a duré une seule journée de 8 heures de ma vie que je ne récupérerai jamais. Je suis entré avec Denis. Éléonore était déjà là avec son avocate. Et, dans le geste le plus audacieux que j'ai jamais vu, Julien était là. Il n'était pas dans la pièce, mais il était dans la salle d'attente pour un soutien moral. Il lui frottait le dos et lui servait du café. L'audace, pure et simple. Le principal combat, comme prévu, concernait l'argent. La vente de la maison avait eu lieu malgré les tentatives d'Éléonore. La plus-value finale était de 180 000 €. Sa part légale était de 90 000 €. Madame Valois demande également une prestation compensatoire pour une période de 5 ans, a commencé son avocate. Elle a subi un préjudice professionnel et émotionnel extrême à la suite de ce traumatisme. Ses perspectives de carrière ont été affectées. Denis a juste cligné des yeux. Affectée? Elle est toujours employée par l'homme dans le hall. En fait, nous avons sa dernière fiche de paie, que vous nous avez fournie, montrant qu'elle a reçu une augmentation de 10% après le voyage de travail. Pour quel traumatisme est-elle indemnisée? Le traumatisme du divorce. Un divorce qu'elle a initié par son infidélité.
Non, votre honneur, nous ne paierons pas de prestations compensatoires. Puis sont venus les biens. Nous avons débattu des meubles. Elle a eu le canapé, la table de la salle à manger, le salon de jardin. J'ai gardé le bureau de mon père, le bon matelas et la télévision. Puis son avocate a de nouveau évoqué la tissure céleste. Ma cliente a renoncé à l'œuvre d'art, mais elle s'attend à être dédommagée pour sa valeur, qu'elle a fait expertiser à 30 000 €. Elle a fait glisser un papier sur la table. Une expertise sur papier en tête d'une galerie dont je n'avais jamais entendu parler, signée par un conservateur qui, j'en suis sûr à 99%, était un de ses amis d'école d'art. Denis ne l'a même pas regardé. Il a fait glisser un papier en retour. Ceci, a dit Denis, est l'acte de vente définitive de la maison. Comme vous pouvez le voir, les acheteurs, après avoir vécu avec l'œuvre pendant une semaine, ont choisi de la faire retirer professionnellement. Ils ont découvert qu'elle masquait une importante tache de dégâts des eaux qui n'avaient pas été déclarés, probablement parce que l'œuvre avait été installée pour la cacher. Nous avons dû leur accorder un crédit de 10 000 € pour le traitement de la moisissure et la réparation. Nous déduisons la moitié de cette somme, soit 5 000 €, de sa part de 90 000 €. Le visage de l'avocate d'Éléonore est devenu gris. Éléonore s'est contentée de fixer le vide. Vous ne pouvez pas, balbutia Éléonore. C'est criminel. Vous avez endommagé la maison. Madame, la moisissure datait d'avant votre tissure, a dit Denis. Vous l'avez dissimulée. C'est une fraude. Le décompte final a été brutal. Sa part de 90 000 €, moins 5 000 € pour la moisissure qu'elle avait cachée. Moins 2 400 € pour sa moitié du coût de retrait de la tissure, les acheteurs avaient obtenu un devis différent. Moins 7 000 € pour la dette de carte de crédit du mariage qu'elle avait accumulée en achetant sa garde-robe de voyage, ce que Denis avait méticuleusement prouvé comme étant des dépenses personnelles post-séparation. Son grand total, son pactole de notre mariage de 3 ans, 75 600 €. Elle a regardé le chiffre, puis moi. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. J'ai mis mon empreinte sur cette maison. Je l'ai décorée. Je l'ai rendue belle. Ça vaut quelque chose. Ça vaut 75 600 €, a dit Denis en fermant son classeur. Éléonore s'est levée si vite que sa chaise a grincé. Tu le regretteras, Antoine. Tu finiras seul pour toujours. Tu n'es qu'une coquille froide et vide. Elle est sortie de la pièce en courant, passant devant Julien qui avait l'air profondément mal à l'aise, et a disparu dans le couloir. Julien, il m'a regardé. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Peut-être désolé, peut-être sans rancune. Ne dis rien, ai-je dit. Mon premier et unique mot à son égard. Il a juste hoché la tête et est parti à sa poursuite. Alors voilà. C'est fait. Je suis toujours dans l'appartement beige. Les 75 600 € ont été virés sur son compte. La maison est vendue. D'accord, ce n'est pas une victoire. J'ai perdu 3 ans de ma vie. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu une femme que, à un moment donné, j'ai vraiment aimée. Je suis endetté auprès de mon avocat. Mon patron me regarde encore bizarrement parfois, bien que les menaces de Gérard Valois semblent s'être calmées. Mais je ne suis plus avec elle. On ne me ment plus. Je ne paie plus ses chambres d'hôtel avec son patron. Aux dernières nouvelles, la femme de Julien a fini par la prendre, pas par moi, mais par quelqu'un d'autre dans leur entreprise. Il a été muté dans une autre agence. Éléonore, j'ai entendu dire, ne va pas bien. Elle vit chez ses parents. Apparemment, Julien était moins enthousiaste à son sujet une fois qu'elle n'était plus un secret amusant mais un passif très réel, très cher et très dramatique. J'ai reçu un dernier SMS d'elle, d'un nouveau numéro, le jour où l'argent est arrivé sur son compte. J'espère que ces 75 600 € en valaient la peine. Tu as détruit ma vie pour de l'argent. J'ai juste fixé le message. Elle n'avait toujours pas compris. Elle ne comprendra jamais. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste transféré à Denis, j'ai bloqué le numéro et je suis retourné déballer les derniers cartons de mon garde-meuble. Ce n'est pas une fin heureuse, mais c'est une fin, et c'est la mienne.